Alors, je vous présente mes invités. Tiens, pour une fois, je vais commencer par celui qui est le plus éloigné de moi. Il s'agit de Pascal Chevalier, chef du service statistique ministériel de la justice. SSMJ qui a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et donc on va pouvoir en parler. À côté de vous, Marie Delahaye, chef du bureau du pilotage de l'OFMIN, l'Office mineur. Bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, le colonel Frédéric Havy, chef de la division de la stratégie au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, plus communément appelé le ComCyber. EMI. À vos côtés, Camille Aimé, professeur d'économie à l'Université de Paris 1 et à l'École d'économie de Paris. Et vous êtes également, Camille, responsable du pôle police-justice à l'Institut des politiques publiques. Bonjour, merci d'être avec nous. Et enfin, à côté de moi, général Christophe Verselonne, directeur adjoint de la transformation numérique, directeur technique. Bonjour et merci également d'être avec nous. Alors, on va voir pour chacun d'entre vous ce que vous faites déjà aujourd'hui, évidemment, avec le SSMSI, et puis les éléments de collaboration possibles déjà au présent et qu'on conjuguera aussi au futur. Marie Delahaye, on va commencer avec vous. Et peut-être avant de voir ce que vous faites et comment vous utilisez les éléments du SSMSI, peut-être un mot pour nous présenter. Alors, ça marche tout seul, le micro. Vous avez juste à parler dedans, d'ailleurs, c'est formidable. L'OFMIN, l'Office mineur, donc, qui est d'une création assez récente, puisque ça date de 2023. Oui, c'est ça, l'Office mineur a été créé par un décret d'août 2023. Il est donc spécialisé sur les violences graves faites aux mineurs. Il est positionné au sein de la DNPJ. On a un champ de compétences qui s'étend de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne ou pédocriminalité en ligne. Donc tout ce qui concerne la sextorsion, le live streaming, tout simplement la détention, diffusion de contenu pédocriminel en ligne. Également les violences et agressions sexuelles sur les mineurs, dans le cadre de l'inceste, mais aussi dans le cadre institutionnel, donc dans les milieux religieux, associatifs, scolaires, etc. Les violences physiques et psychiques graves, les infanticides, les bébés secoués, voilà. Et le harcèlement scolaire, y compris qui se déroule en ligne. On a une compétence nationale et on est également le point de contact à l'international sur tout ce qui concerne la pédocriminalité. L'OFMIN a été créé à partir du groupe central des mineurs victimes qui était positionné au sein de l'Office central de lutte contre les violences aux personnes, l'OCRVP, qui était constitué de 18 effectifs. Donc ça a été notre socle de base et on est aujourd'hui à 50 effectifs et on a un objectif cible de 85 personnes. Voilà, donc avec un objectif évidemment qui est de développer ce que vous me disiez quand on a préparé la séquence, une filière mineure au sein de la police judiciaire. Exactement, une filière mineure qui sera constituée aussi de 13 antennes et détachements, enfin 13 antennes et 4 détachements, en métropole et en outre-mer, pour répondre à cette spécificité qui est la criminalité, la pédocriminalité, avec des enquêteurs spécialisés, formés, et avoir un meilleur traitement judiciaire, puisqu'aujourd'hui, 75% des plaintes déposées pour violences faites aux mineurs fait l'objet d'un classement sans suite, ce qui n'est donc pas satisfaisant, d'où l'utilité et la nécessité de la création de cet office. Qu'est-ce que vous attendez comme données de la part du SSMSI? Et on verra ensuite l'utilisation évidemment que vous faites de ces données. Alors aujourd'hui, on a une statistique en matière de pédocriminalité qui est assez parcellaire. Elle est centrée sur ce qu'on observe dans le cadre de nos affaires au sein de l'Office notamment, et aussi pour ce qui est de la pédocriminalité en ligne, par les renseignements qu'on obtient de nos partenaires étrangers. Or, on a vraiment besoin de cette statistique pour alimenter notre état de la menace, observer l'évolution des phénomènes pédocriminels sur le temps long également. Et donc, voilà, c'est une vraie nécessité pour nous d'aborder cette statistique. D'avoir cette connaissance de l'état de la menace sur ces sujets de pédocriminalité. Alors évidemment, si on évoque ces sujets-là, c'est parce que ce sont aussi, alors pas que des sujets émergents, mais des sujets qui sont effectivement d'actualité. L'utilisation que vous faites de ces données? Donc justement, ça va nous permettre d'objectiver, comme ça a été dit auparavant, nos données qualitatives. Aussi de mettre en balance ces statistiques avec celles qui sont produites par les associations, qui sont parfois pas toujours représentatives ou en tout cas parcellaires des phénomènes. Donc ça nous permet de mettre ça en perspective. Et enfin, ça nous permet aussi d'orienter la lutte. Par exemple, en termes géographiques, si on voit qu'un phénomène se concentre dans telle ou telle région, eh bien, on va pouvoir renforcer nos effectifs en conséquence.
Vous menez des actions en collaboration avec le SSMSI, notamment un sujet qui sera d'actualité en 2026, je crois. Oui, on fait partie du conseil scientifique du volet thématique de l'enquête VRS 2026 sur ce qui concerne la cybervictimation. On a été sollicité notamment pour élaborer le questionnaire en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Alors, vous étiez précédemment à l'OFAS, je rappelle, l'Office anti-stupéfiants, et vous aviez fait à cette époque déjà appel au SSMSI pour une mission. Expliquez-nous. Oui, le SSMSI nous avait fourni un logiciel Lime Survey qui nous a permis de diffuser à l'ensemble des services de police et de gendarmerie un questionnaire pour recenser le prix des stupéfiants. Et l'avantage de cet outil, c'est que déjà, il était plus ergonomique pour les services, plus attractif aussi pour qu'ils puissent le remplir facilement. Éviter les erreurs aussi, puisque ça permettait aux services ça contraint la manière de répondre et ça évite qu'on doive rappeler chaque service quand on voit qu'il y a des incohérences. Et enfin, surtout, ça nous générait un document unique, un tableau Excel unique avec l'ensemble des réponses qui s'élevaient à plusieurs centaines de réponses et nous permettre de faire nos statistiques, faciliter l'exploitation des réponses à travers cet outil. D'accord, et vous me disiez, vous aviez également aussi, pour le coup, le prix des stupes, c'est ça, une analyse du prix des stupéfiants par zone, Au niveau national, par région, par département, pour les prix de gros, les prix au détail. Donc voilà. On trouve tout dans les statistiques du SSMSI, c'est incroyable. Merci beaucoup Marie Delahaye. Colonel Frédéric Havy, on va parler de tout ce que vous faites évidemment en matière de cybercriminalité, mais peut-être déjà commencer par nous présenter le ComCyberMI, ce commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. J'adore ce terme à la fin. Là. Oui, plus communément appelé CCMI, ComCyberMI. En fait, la lutte contre la cybercriminalité est un écosystème complexe avec énormément d'acteurs. Donc le ministre a souhaité créer l'an dernier, puisque nous sommes aussi, nous aussi, un service jeune. La création date de décembre 2023, ça fait tout pile un an. Un ComCyberMI, un commandement ministériel, un service à compétence nationale, afin de gagner en lisibilité pour avoir un interlocuteur privilégié pour les interlocuteurs qui puissent parler au nom du ministre de l'Intérieur, autant pour les interlocuteurs sur le plan national que sur le plan international. Et depuis la création du CCMI, je vous garantis que énormément d'acteurs partenaires sont ravis d'avoir un interlocuteur privilégié. Ça nous fait gagner en lisibilité, mais aussi en coordination, en cohérence, en performance. Et l'action du CCMI repose sur 4 piliers. Un premier pilier, anticipation, qui nous permet de mieux connaître la menace, de nous préparer à la crise. Un second pilier, stratégie, très bonne vision, c'est la mienne, qui est chargé de l'élaboration et de la conduite de la stratégie ministérielle, mais aussi de la coopération internationale structurelle et de l'appui à la création des cadres juridiques. Un troisième pilier sur le pilier opérationnel, c'est plutôt le pilier de l'appui opérationnel au sein duquel on va retrouver tous les moyens rares chargés du traitement de la donnée de masse. Et là, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent de quoi on parle. Des cryptoactifs aussi, qui sont un sujet majeur pour la lutte contre la cybercriminalité. Et le laboratoire numérique. Le dernier pilier étant celui de la formation. Le tout pour assurer la mission du ComCyber, qui est de la prévention et de la lutte contre la cybercriminalité. Alors, puisqu'on parle de cybercriminalité, je pense qu'il est important de définir ce qu'est la cybercriminalité, ce qu'on entend derrière ce terme, puisque ça aura des conséquences statistiques majeures, vous en doutez. La cybercriminalité, c'est schématiquement deux gros paquets. Un paquet d'infractions purement cyber. On va penser de suite aux atteintes au système de traitement automatisé de données, au ransomware. C'est le cyber utilisé pour attaquer un système. Et on a aussi les infractions cyber-facilitées. En fait, ce sont des infractions qui utilisent les systèmes numériques pour commettre des infractions de droit commun. Donc on va retrouver pêle-mêle les escroqueries, évidemment, les escroqueries par phishing, les usurpations d'identité, des menaces et toutes sortes de trafics sur le darknet.
Voilà, donc un large éventail évidemment de criminalité, donc cybercriminalité utilisée à la fois comme objectif, comme moyen et comme objectif. Quels sont vos besoins, vous, en matière de statistiques qui sont fournis par le SSMSI? Bien, nous luttons contre la cybercriminalité, donc nous avons évidemment besoin, pour être efficace, de mesurer deux choses, l'état de la menace, je dirais, et l'état de nos actions positives de prévention et de formation. La menace, ce sont surtout les faits de délinquance qui sont portés à notre connaissance. Donc évidemment les plaintes qui sont enregistrées, qui sont déposées en unité de gendarmerie ou de police, mais aussi les signalements qui sont faits sur les plateformes. On est déjà sur un sujet. Les plaintes, le SSMSI nous permet notamment de savoir, et c'est ce qui a permis l'élaboration du rapport sur la cybercriminalité qui est accessible en ligne, qui est paru avant l'été. Je vous invite à le télécharger. Et ça nous permet de savoir notamment qu'on a eu en 2023 278 710 atteintes numériques. C'est près de 40% de plus en 4 ans. 40% d'augmentation en 4 ans. Donc ça, c'est uniquement les plaintes. Sans les plateformes, on va trouver Thésée pour les escroqueries, Pharos pour les contenus illicites, Perceval pour les usages frauduleux de cartes bancaires. Ces 3 plateformes à L3, c'est à peu près le double du chiffre que je viens de citer auparavant. Les actions positives menées par les forces de police et de gendarmerie, eh bien, ça va être pour l'essentiel les actions de prévention, le nombre de personnes qui ont été sensibilisées et les actions de formation. J'ai évidemment besoin de savoir quel est l'état de la menace et quelle est l'efficacité de ces actions de prévention pour pouvoir ensuite réorienter nos efforts. Dans chaque manœuvre, il s'agit de savoir face à quoi on doit manœuvrer et surtout là où on doit porter nos efforts. Donc c'est là que les statistiques du SSMSI nous sont très importantes. Voilà, on revient dans ce qu'on évoquait sur les tables rondes de la matinée, sur l'utilisation opérationnelle en fait de ces données statistiques. Là, on voit qu'effectivement, il y a des formations nécessaires à mener en fonction de ce qui est remonté comme statistique, comme fait de criminalité et de cybercriminalité. Les actions que vous menez en commun avec le SSMSI au présent et un petit peu au futur, puisqu'on est aussi là pour parler des orientations futures. Oui, il semblerait que le cyber soit un peu un sujet de futur. Le ComCyberMI est un acteur ministériel qui a grand besoin de stats. Le SSMSI est le producteur ministériel de stats. Donc évidemment, nous travaillons ensemble et nous travaillons déjà ensemble énormément. Tout d'abord, dans la définition des agrégats cyber. Alors ça peut paraître rien, mais c'est déjà un exercice assez sportif. Parce qu'autant c'est très clair pour les infractions purement cyber, dont j'ai parlé, évidemment, on s'en prend un système de données par un outil informatique, c'est du cyber. Autant c'est pas forcément simple pour d'autres. Alors, dans le cas d'une escroquerie, par exemple, une escroquerie par hameçonnage, peut-être, mais une escroquerie sur le bon coin, est-ce que c'est le cas? La fraude au sentiment en utilisant un réseau social, est-ce que c'est du cyber? Les insultes ou les menaces sur les réseaux sociaux, c'est très tendance. Est-ce une infraction cyber? Bref, vous l'aurez compris, énormément de questions se posent et le sujet n'est pas simple. Aujourd'hui, le travail qui a été mené en commun avec le SSMSI nous a permis déjà de flécher 394 natures d'infractions qui peuvent être cochées cyber. Donc, c'est coché cyber par l'enquêteur qui reçoit la plainte ou alors lorsqu'il met lieu de l'infraction Internet, c'est automatiquement versé dans les infractions cyber. Ça nous permet de disposer de l'information. Donc tout ça, c'est déjà compliqué sur les infractions actuelles. C'est sans même envisager les infractions que le législateur ne manquera pas de créer pour faire face à de nouveaux modes d'action, de nouvelles problématiques ou de nouvelles technologies. Parce qu'on a un certain nombre de ruptures technologiques qui vont arriver. Et je ne vais même pas aller jusqu'à développer ce qui nous attend avec le métaverse, qui à lui seul devrait nous occuper un certain temps. Oui, enfin, on en a parlé beaucoup du métavers, on n'en parle plus trop en ce moment. Enfin, ça a été un petit coup de pub quand même. C'est un coup de pub pour celui qui a voulu le faire. Le jour où ce sera vraiment énormément utilisé, ça nous posera de vraies difficultés. En fait, on a des échanges qui sont faits dans le métaverse qui sont très volatiles. Donc c'est compliqué pour un enquêteur d'écouter ce qui est très volatile. Il y a un certain nombre d'accès sécurisés au sein du métaverse qui nous freinent, qui nous empêchent de pénétrer un certain nombre de choses. Et puis on se pose un tas d'autres questions, ne serait-ce que les actions de prévention au sein du métaverse. Doit-on ouvrir un guichet, une brigade de gendarmerie ou un commissariat au sein d'un métaverse, etc. Voilà. Et puis derrière, vous embarquez toutes les infractions qui sont liées au principe des avatars. Est-ce qu'une agression sur un avatar, c'est une
une infraction? Est-ce que le viol d'un avatar, c'est une infraction? Est-ce que la production d'images pédoporno créées par de l'intelligence artificielle, c'est une infraction? Voilà. On a énormément de ruptures technologiques qui arrivent et qui vont forcément questionner, qui vont forcément engendrer une évolution du travail actuel avec le SSMSI. Voilà, qui sont des évolutions aussi de questions de droit, évidemment, à travers ce que vous évoquez. Oui. Vous travaillez aussi sur une enquête de victimation? Tout à fait. Une enquête de victimation cyber. Les travaux sont en cours. Une de mes équipes travaille avec l'équipe technique du SSMSI. Nous sommes un peu l'équipe fonctionnelle. Alors ça a déjà été abordé dans d'autres sujets. Nous sommes l'équipe fonctionnelle qui vont arrêter les questions métiers sur le cyber. Et pour nous, le résultat de cette enquête de victimation est particulièrement intéressante, puisque ça nous permettra de mieux connaître la population et son rapport au numérique, sa fragilité par rapport au numérique, sa connaissance de la menace et de ce qui est légal ou de ce qui ne l'est pas, et surtout sa connaissance des acteurs et des outils qui peuvent l'aider. Et là-dessus, on aura énormément d'actions, de conséquences à en tirer et d'actions à mener en fonction des résultats qui vont apparaître. Ce sera évidemment pour nous une mine d'or pour orienter notre action, ce qui est notre raison d'être. Bien évidemment, et j'ai bien compris que ce sujet de la cybercriminalité était un sujet du futur, même s'il se conjugue quand même pas mal au présent. Oui, je vous garantis que ça nous occupe déjà bien, oui. On est bien d'accord. Pascal Chevalier, SSM Justice, alors on a beaucoup parlé de vous ce matin et on va parler de ce chantier d'appariement puisqu'il est vraiment très important. Juste peut-être rappeler les statistiques aujourd'hui que vous produisez au sein du SSM Justice. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors d'abord, je tenais à remercier évidemment Christine pour son invitation à ce 10e anniversaire du SSMSI. C'est 10 ans de collaboration intense entre le SSMSI et le SSM Justice, je tiens à le souligner. Voilà. Après, évidemment, cette collaboration, évidemment, on l'imagine bien, sachant que la justice arrive en bout de chaîne dans le traitement des dossiers qui, pour la plupart d'entre eux, sont passés par la sécurité intérieure. Alors côté justice, donc en tant que service statistique ministériel, donc nous ce qu'on va gérer c'est les grands domaines de la justice, justice évidemment pénale, justice civile, accès au droit. Il y a juste la justice administrative qu'on ne va pas gérer. Ça c'est le Conseil d'État qui la gère pour chacun de ces domaines. Donc nous ce qu'on va essayer de produire sont des indicateurs, c'est d'essayer voilà des indicateurs qui vont illustrer l'activité. Des analyses qui vont permettre de comprendre un certain nombre de phénomènes et en particulier donc dans le domaine pénal qui est le domaine par excellence de collaboration avec le SSMSI. Alors dans le domaine pénal, on a évidemment on gère un certain nombre de systèmes d'information propres à la chaîne pénale, au traitement des dossiers par la justice, depuis son arrivée au parquet, qui marque le début de l'entrée dans nos systèmes d'information, en passant par l'orientation, puis la décision de justice, l'exécution de la peine, en passant par le pénitentiaire, etc. Alors on voit bien que évidemment la difficulté et le sujet de collaboration avec le SSMSI, ça va être ce passage des dossiers qui arrivent côté police-gendarmerie, qui tombent dans le système d'information voilà, à un moment donné, et que nous on suit à partir de ce moment-là. Mais on voit bien qu'avant, ce dossier a une vie qu'on a du mal aujourd'hui à appréhender sans cette collaboration. Donc voilà, donc aujourd'hui une activité tournée autour de production d'indicateurs, production d'analyses, production d'études, mais également production de bases de données, notamment parce qu'on souhaite évidemment développer les collaborations aussi avec le chercheur. On parlait du CESDIP tout à l'heure, l'IPP également, avec qui on a des travaux partagés autour de données, autour de sujets. Donc Ami pourra reparler tout à l'heure. Exactement. Alors cet appariement entre le SSMSI et le SSM Justice, il a été évoqué ce matin, il est appelé des vœux d'un certain nombre d'interlocuteurs. C'est quoi l'objectif? Et ensuite on va voir comment vous allez pouvoir mettre ça en place, puisqu'évidemment il y a une question de système d'information aussi à mettre en œuvre. Alors voilà, effectivement aujourd'hui la difficulté c'est qu'on a des systèmes d'information qui sont cloisonnés. Côté police-gendarmerie, côté justice. Donc on voit bien, on gère nous dans le système d'information ce qui arrive chez nous. Par contre, on ne voit pas comment c'est arrivé. On n'a pas la vie du dossier, on n'a pas la vie de l'affaire avant son arrivée au parquet. Donc c'est vrai que l'objectif de cet appariement, évidemment, ça va être de rapprocher les affaires au niveau individuel.
de manière à pouvoir reconstituer l'ensemble de la chaîne pénale, l'ensemble de la vie de l'affaire ou de la procédure, depuis la plainte en police-gendarmerie jusqu'à l'arrivée, jusqu'au traitement par la justice et l'exécution de la peine. Alors c'est évidemment un projet dont on parle depuis pas mal d'années. C'est un projet qui est très attendu. Il a donné lieu notamment à des recommandations de l'autorité de la statistique publique. Il a donné lieu à des avis du moyen terme du CNIS. Il y en a eu plusieurs, il y en a toujours un en cours. Donc évidemment, pour nous, c'est un gros projet et c'est un gros sujet de collaboration avec le SSMSI. D'accord, donc le premier sujet, évidemment, c'est de faire dialoguer les deux systèmes d'information. Ça, c'est la première étape différemment du sujet. Voilà. Des exemples peut-être de ce qu'on peut attendre une fois que cet appareillement aura été mis en œuvre. Alors, même si on en comprend l'objectif, mais des exemples très précis pour bien les illustrer. Alors d'abord, il faut peut-être souligner que ce projet, c'est un projet sur un temps long. On voit bien, on en parle depuis un certain nombre d'années. Il a pris du temps à se mettre en place, des équipes qui aujourd'hui sont dédiées à la fois côté intérieur et à la fois côté justice pour travailler en collaboration étroite sur le sujet, avec une coordination interministérielle. Et je salue au passage. Mais donc on voit c'est un sujet, c'est un projet long qui a nécessité notamment un nombre d'aspects autour de la sécurisation. Enfin, on voit bien qu'on travaille sur des données qui sont extrêmement sensibles, que ce soit les données côté intérieur ou les données côté justice. Donc il a fallu d'abord sécuriser le projet d'un point de vue juridique, notamment sur le sujet du secret de l'instruction et de l'accès des deux SSM au secret de l'instruction. Et puis il y a eu tout un aspect plus récent autour de la sécurisation en termes d'accès, sécurisation informatique de l'accès aux données, des appariements et des travaux donc, qui pourront être faits autour du projet. Donc ça vient d'aboutir puisque on vient d'avoir les premiers accès pour pouvoir travailler dans ces bulles, entre guillemets, bulles sécurisées. Donc, qui vont permettre de réaliser ces travaux. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Il y a déjà un premier aspect qui est qu'aujourd'hui, dans nos systèmes d'information, il y a des informations qui ne passent pas d'un système d'information à l'autre entre l'intérieur et la justice. Donc, il y a un certain nombre d'informations dans les dossiers de plainte que nous, on ne récupère pas côté justice. Donc ça va être l'occasion de les récupérer et ça marche dans l'autre sens, évidemment il y a un certain nombre de variables d'informations qu'on a chez nous qui vont pouvoir être récupérées côté intérieur et donc la mise en relation entre les affaires côté justice et les procédures côté intérieur, ça va permettre donc d'avoir des analyses un peu plus enrichies que ce qu'on a aujourd'hui de par l'apport de variables supplémentaires. Alors, autre exemple de ce que ça peut apporter, c'est évidemment, comme on a des systèmes d'information qui aujourd'hui sont cloisonnés, dans la durée de l'affaire, aujourd'hui on peut avoir des informations sur la distribution des affaires, sur les moyennes, côté intérieur ou côté justice. Mais on n'a pas d'information globale sur l'ensemble de la durée qui va permettre de vraiment mesurer la durée moyenne d'une affaire, d'une procédure, vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Alors, un autre attendu important, qui est quand même peut-être un des premiers attendus que je n'ai pas cité, c'est quand même le fait de pouvoir réconcilier des statistiques côté justice et des statistiques côté intérieur, qui est quand même le nœud, enfin la difficulté depuis des années, qui suscite pas mal d'échanges et de débats. Ça fera un certain nombre de polémiques ? C'est un des objectifs visés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas nos petits entre ce qu'on a en termes de nombre de procédures intérieures et ce qu'on a en termes de nombre d'affaires côté justice. Alors, on a un certain nombre d'hypothèses, on a un certain nombre d'éléments d'explication, mais ces rapprochements doivent permettre justement de les préciser et de les quantifier. Il y a un autre sujet au sein du ministère de la Justice qui est celui de la procédure pénale numérique. C'est en cours, on va y avoir des aboutissements. Comment ça va s'articuler, ça, entre ce que vous faites d'un côté sur ce travail d'appariement SSMSI, SSMJ et cette procédure pénale numérique ? Alors, d'abord, la procédure pénale numérique, c'est un projet qui est interministériel, qui là aussi, et les deux ministères concernés, c'est l'Intérieur et la Justice. Et l'objectif de ce projet, c'est vraiment de développer... C'est ça l'objectif central, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir des pièces dématérialisées au dossier.
Donc ça veut dire que toutes les pièces au dossier vont suivre le dossier. Donc ça va permettre à l'arrivée, par exemple, d'avoir toutes les décisions de justice, on espère un jour, dans un grand fichier dans lequel on pourra accéder et réaliser un certain nombre de traitements. Ça, c'est l'objectif vraiment du projet qui est en cours de déploiement, hein, qui est plutôt en fin de sa phase de déploiement, qui est une phase longue. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre du suivi pénal de nos affaires, c'est qu'associé à cette procédure pénale numérique, associé à ce projet, donc va se mettre en place un identifiant unique associé aux affaires, avec éventuellement des numéros mères, des numéros filles en fonction de si le dossier se multiplie au fur et à mesure de sa vie pénale. Mais l'idée, c'est que donc au travers de cet identifiant, on va pouvoir suivre l'affaire, la procédure, depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, quand on sera arrivé à cette phase-là, on pourra arrêter les appariements. Puisque du coup, ça permettra de remplacer ce projet d'appariement, puisqu'on aura de manière automatique et systématique pour toutes les procédures et affaires une base centralisée avec l'ensemble des dossiers. D'accord. Mais on n'y est pas encore, il faut attendre encore quand même quelques années avant d'arriver à l'aboutissement de ce projet, qui est un projet très long, hein, parce que derrière, il y a beaucoup d'outils, il y a des outils numériques notamment qu'il faut mettre en place, côté police, côté gendarmerie, également des impacts sur les systèmes d'information côté justice. Donc c'est un projet qui prend du temps. Et puis vous me disiez que tout ça, évidemment, ça avait un intérêt avec le développement de l'intelligence artificielle, puisque ça c'est un sujet qu'on va évoquer dans quelques instants. Alors effectivement, le fait, nous en tant que service statistique ministériel, aujourd'hui on réalise des enquêtes dites décisions qui, il y a quelques années, étaient encore des décisions papier. Et donc pouvoir faire ces enquêtes, on collectait ces décisions au niveau des juridictions. Et ensuite, il y avait une phase de saisie un peu intelligente, de manière à faire apparaître des critères statistiques. Et de là, on peut faire des analyses. Comme par exemple, quand on prend des décisions de divorce, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans nos applicatifs, c'est les éventuels montants de pensions alimentaires qui sont versés, qui sont attribués dans le cadre de ces décisions de justice. Donc le fait de pouvoir récupérer ces décisions dans des fichiers dématérialisés, ça va permettre donc d'avoir en centralisé donc l'ensemble des décisions avec tout ce qu'il y a dedans. Donc par exemple la pension alimentaire versée aux enfants. Et donc ce sont des techniques d'intelligence artificielle qui permettront ensuite de les exploiter et d'enrichir là encore des analyses. Voilà. Et ça me permet donc la transition toute trouvée pour parler d'intelligence artificielle avec vous, Général Christophe Versolone. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la transformation numérique, directeur technique. Comment est-ce que ce développement justement de l'intelligence artificielle, il est aujourd'hui pris en compte du côté du ministère de l'Intérieur ? Alors il est pris en compte sur plusieurs niveaux, puisque l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner notre façon de travailler. On s'en est déjà rendu compte et ça va continuer. Donc il y a toute une partie qui touche pas trop à la donnée et à la statistique, mais qui est plutôt sur les habitudes de vie et les façons de traiter l'informatique, avec notamment une nécessité d'acculturation des agents à l'intelligence artificielle, pour qu'ils puissent soit bien l'utiliser, soit s'en méfier, puisque faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a des choses qui sont faisables avec l'intelligence artificielle, qui rendent ce que l'on considérait comme immuable ou impossible à falsifier, tout à fait trivial à falsifier. Donc il y a cette habitude à prendre et ce travail à faire, mais c'est une partie qui est plutôt dirigée vers les agents et qui n'a pour le coup sur la statistique pas beaucoup d'intérêt. En revanche, il y a toute une partie sur la réalisation et l'intégration dans nos structures et dans nos infrastructures surtout des capacités d'intelligence artificielle, puisque toute la partie infrastructure technique pour supporter de l'intelligence artificielle coûte extrêmement cher, nécessite des grosses compétences qui sont difficiles à acquérir, aussi bien par la formation que par l'embauche, et qui sont indispensables car le ministère de l'Intérieur, un peu comme le ministère de la Justice, a des vrais besoins d'intégration de ces structures pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de confidentialité.
Et utiliser les outils de l'intelligence artificielle du public, enfin grand public, que ce soit ChatGPT ou autre, nécessite de faire sortir la donnée vers ces infrastructures, ce qui est pour beaucoup de nos données totalement impossible. Et donc on a un gros travail d'intégration dans nos infrastructures, de solutions de GPU notamment, pour permettre de les fournir à nos chercheurs internes, que sont les services de statistiques, ou à nos policiers et gendarmes, pour que ça puisse servir après sur les côtés opérationnels. Alors justement, quels sont les cas d'usage de cette intelligence artificielle quand on regarde ça sur les aspects très opérationnels? Alors, il y a plusieurs cas d'usage qui vont du cas d'usage très opérationnel, comme des côtés, par exemple, gendarmerie, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter la transcription d'auditions de mineurs victimes. Ce sont des cas très complexes entre guillemets à faire, puisque on est, enfin, surtout très chronophage, puisque l'audition de mineurs victimes se fait uniquement face à face, sans aucune prise de note, et seulement de l'enregistrement de l'intégralité de l'audition, et ensuite une retranscription qui jusque-là se faisait à la main et qui maintenant, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, peuvent être aidés grâce à la machine. Et on a un gain au niveau temps-homme qui est assez phénoménal. Également sur des côtés opérationnels, sur la lutte contre la fraude, sur l'immatriculation par exemple, qui est fortement traquée au travers du SIV, donc le système d'information des véhicules. Donc ça, c'est deux grands exemples d'usage opérationnel, mais on a également tout ce qui touche à la facilitation de la vie de l'agent ou du citoyen, avec des outils type chatbot ou type ChatGPT, mais en interne, où on a intégré le modèle de langage pour permettre justement de faciliter la vie des agents pour qu'ils puissent répondre plus facilement aux questions posées par les citoyens, ou directement le citoyen pour l'orienter plus facilement sur certaines de ses démarches. Quand on raisonne par rapport aux données du SSMSI, en quoi elles peuvent vous être utiles, ou en quoi l'IA peut être utile au traitement de la donnée SSMSI? Alors, c'est vrai que par rapport aux autres membres de cette table ronde, on utilise moins les données du SSMSI qu'on leur apporte, en tout cas qu'on essaie de leur apporter des ressources, et notamment sur l'IA, puisque la mise à disposition de GPU pour pouvoir traiter certaines de leurs données de masse est un de nos objectifs. On espère justement pouvoir le faire dès début 2025 pour que justement ils puissent faciliter et améliorer leur temps de réponse et leur temps de traitement. Et également toute une problématique d'interconnexion de systèmes d'information, où là on a des travaux à faire, puisque la DTNUM a un rôle de coordination de tous les acteurs numériques du ministère, puisque la partie force de sécurité intérieure est plutôt gérée par l'Agence nationale numérique des forces de sécurité intérieure, et c'est plutôt donc eux qui vont être en interaction avec le ministère de la Justice pour travailler sur ces interconnexions de systèmes. Alors, j'ai deux questions qui viennent d'arriver. Il y en a une qui vous est adressée en général. Pour la DTNUM, quelle est la politique d'open data du ministère ? Alors, on est le plus ouvert possible, et le ministère de l'Intérieur est même le ministère qui diffuse le plus de données ouvertes, que ce soit sous forme de statistiques ou de données plus globales. Alors, c'est sûr que notre plus gros volume de données traite également des données qui traitent des élections, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui diffuse les chiffres officiels et les résultats des élections. Donc là, on a pas mal de données, puisque c'est vraiment l'intégralité, mais également sur l'accidentologie au niveau de la route ou au niveau de la délinquance. Donc on essaie d'être le plus ouvert possible. Après, il y a quelques données qui sont coincées par le domaine de la confidentialité, et sur lesquelles on essaie soit de les anonymiser, soit on est obligé de les garder. Avant d'échanger avec Camille, si vous m'y autorisez, juste une question pour le colonel Avis qui vient d'arriver. Quel type d'infractions cyber ont été observées pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Pendant les Jeux Olympiques, alors deux choses. Les types d'infractions, on a surtout eu des attaques par déni de service, un peu de défiguration de site,
Et globalement, c'est l'essentiel des attaques qui ont été vécues. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'influence de l'actualité internationale sur les attaques cyber. Parce que ce n'est ni la cérémonie d'ouverture ni la cérémonie de clôture qui a généré le plus d'attaques. C'est l'interpellation du PDG de Telegram. Je vous ferai pas un dessin sur la zone géographique d'où venaient les attaques. Camille Emmett, vous êtes en charge depuis janvier 2024 d'un groupe de recherche police-justice, donc à l'Institut pour les politiques publiques au sein de l'École d'économie de Paris. En quoi est-ce que les données produites par le SSMSI, vous voyez, c'est moi qui n'y arrive plus en fin de journée, ça y est, ça chewing-gum, en quoi elles vous sont utiles ? Bonjour, merci à Madame Gonzalez de Michel pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste refaire un petit saut en arrière puisque c'est l'heure du bilan. Pour vous montrer à quel point l'accès aux données administratives et aux données publiques a évolué en très peu de temps à mon échelle de... Je ne sais pas si on peut encore dire jeune chercheuse, mais juste pour vous dire, à l'époque où j'ai commencé ma thèse, je vois Corinne Prost au fond de la salle, j'allais dans le bureau de Corinne Prost pour pouvoir accéder à certaines données produites par l'INSEE. Aujourd'hui, j'ai accès à ces données et bien plus encore dans mon bureau via le boîtier CASD dont on parlait tout à l'heure, qui est certes coûteux, mais qui permet à l'ensemble des chercheurs du territoire, moyennant un financement, d'avoir accès à toutes les données issues de la statistique publique et issues des administrations. Ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est plus réservé à une élite de chercheurs parisiens, parce qu'avant, c'était coûteux en fait, de se déplacer pour aller dans les administrations, pour travailler sur place. Donc ça, je tiens à noter cela. Ensuite, donc, pour répondre à votre question, donc, nous, ce qu'on fait à l'Institut des politiques publiques, c'est qu'on cherche à évaluer les politiques publiques. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à les évaluer ? Parce que pour la société, il y a souvent des débats, mais on ne sait pas toujours très bien évaluer l'efficacité de ces politiques. Elles ont un coût. Dans un contexte budgétaire aujourd'hui qui est particulièrement sensible, quel est le meilleur moyen d'utiliser les deniers publics ? Quelles sont les politiques les plus efficaces ? Et donc, on pense qu'on a besoin d'évaluer ces politiques de manière la plus objective possible, avec les méthodes quantitatives qu'on a à notre disposition. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le moment peut-être de créer ce pôle police-justice, parce qu'il y a finalement peu d'évaluation des politiques en matière de sécurité intérieure et de justice en France. Et donc c'est là qu'intervient donc, la façon dont je travaille avec le SSMSI. Et encore une fois, c'est pas si récent, puisque j'avais eu à l'époque affaire avec Monsieur Clancher pour accéder déjà à certaines données. Donc l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de politiques qui vont directement affecter la sécurité publique. On peut penser, tout à l'heure, c'était évoqué, le recrutement des officiers. Est-ce qu'on va augmenter le nombre d'officiers recrutés ? Aussi la formation, aussi le déploiement sur le territoire. Comment est-ce qu'on travaille sur le territoire ? Est-ce qu'on fait de la police de proximité ou est-ce qu'on arrête de faire de la police de proximité ? Tout ça, on ne sait pas si ça marche bien ou pas. Il y a quelques textes, mais il n'y a pas d'évaluation précise. Il y a aussi des politiques indirectes, les politiques de rénovation urbaine. On a des quartiers très dégradés. On détruit les tours, on déplace les gens, on reconstruit des quartiers de meilleure qualité. Est-ce que ça a un impact sur la criminalité ? C'est ce genre de questions qu'on cherche à étudier à l'IPP. Et c'est pourquoi on peut avoir recours aux données produites par le service statistique du ministère de l'Intérieur pour connaître un peu mieux, caractériser ce phénomène de criminalité et de délinquance au niveau territorial, à un niveau territorial le plus fin possible. Et c'est notamment dans ce contexte-là qu'on est en interaction avec le SSMSI. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez un bon accès aux bonnes données, c'est-à-dire aux données les plus pertinentes qui vous soient utiles ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, on a un bon accès à des bonnes données qui sont accessibles en open data, accessibles à tous les citoyens, et ça c'est très précieux. On pourrait essayer d'avoir accès à des données qui soient un peu plus détaillées d'un point de vue spatial. C'est des discussions qu'on a en cours en ce moment avec les personnes du SSMSI. C'est difficile pour des tas de questions de statistiques notamment, ou d'autres questions. Mais effectivement, si on pouvait avoir accès à des données très détaillées pour étudier des politiques qui sont relativement spatialisées, ce serait intéressant. De la même manière, si on pouvait avoir des informations sur la façon dont travaillent
dont travaillent la police et la gendarmerie, ça pourrait être intéressant. Dans les pays étrangers, tout à l'heure, mon collègue disait on connaît mieux ce qui se passe sur la police londonienne que sur ce qui se passe en France. Et c'est vrai, il y a tout un tas d'articles de recherche qui étudient le déplacement des patrouilles de police et on connaît leur action. Et du coup, c'est plus facile aussi de mettre en regard les données de plaintes et de faits constatés par les services quand on sait aussi quelle est l'intensité du travail des services derrière. Si on voit que le nombre d'infractions à la législation sur les stupéfiants augmente, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus d'infractions à la législation ou est-ce que c'est parce que les services de police et de gendarmerie ont décidé d'intensifier leur activité? Donc vous voyez bien que sans avoir accès au côté, disons, offre de sécurité publique, à l'activité des services, c'est difficile de pouvoir répondre totalement à ces questions-là. Alors, vous citiez évidemment Jacques de Maillard tout à l'heure qui parlait de Londres. Quand on a préparé cette séquence, vous m'avez dit, oui, à l'international, il y a des endroits où c'est plus facile d'accès, on a accès à plus de choses. Alors, à l'international, il y a deux choses qui sont assez frappantes. Bon, il y a les États-Unis, mais les États-Unis, c'est un peu un ovni parce qu'il n'y a aucun système de protection des données individuelles, enfin, pas tel qu'on le connaît ici avec le RGPD. On discutait tout à l'heure à la pause déjeuner en disant aux États-Unis, on peut, quand on cherche à acheter une maison, on peut savoir le nombre de criminels sexuels qui sont installés dans le quartier. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose... Et je ne dis pas que c'est souhaitable, hein, mais c'est juste pour dire le gap qu'il peut y avoir. Mais effectivement, on a des travaux, comme je disais tout à l'heure, sur les patrouilles de police. On sait exactement à quel moment de la journée se déplacent les patrouilles de police. Et donc, on peut assez facilement, du coup, mesurer l'impact que ça peut avoir sur le sentiment de sécurité ou même sur la criminalité plus directement. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui est importante et qui rejoint un peu ce que disait Pascal Chevalier tout à l'heure, c'est ce qu'on voit beaucoup à l'étranger, c'est que avec les données administratives qui sont beaucoup moins cloisonnées entre ministères, on arrive à suivre des individus sur toute leur trajectoire. Donc non seulement sur la procédure pénale entre l'affaire telle qu'elle est traitée par la police, la gendarmerie, puis en justice, mais surtout de voir quelles sont les conséquences ensuite en termes d'accès à l'emploi, en termes de récidive, ça on peut le faire aussi. Et donc ça, ce qu'on voit dans les données aussi bien américaines, mais surtout les Scandinaves, ils sont assez à la pointe là-dessus. On a ce lien entre toutes les administrations et ça, donc on est en train d'aller vers ça. Enfin, c'est ce qu'évoquait Pascal Chevalier tout à l'heure, notamment. On a ce projet sur les mineurs qui ont été détenus avec le défenseur des droits, notamment. Marielle Chapuis est encore là. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre ces mineurs qui ont été détenus. Quel est leur devenir en termes de scolarité? Donc, est-ce qu'ils passent un diplôme après avoir été récupérés par l'institution judiciaire et carcérale en particulier? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent en matière d'emploi? Aujourd'hui, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse n'est pas capable de voir ce que devient les mineurs qu'elle a eu en charge pendant plusieurs années. Parce qu'une fois qu'ils deviennent majeurs, ils sortent du système de la DPJ et on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Donc en termes de compréhension de l'efficacité de la politique publique, c'est quand même un peu problématique. Et donc c'est pour ça qu'on essaie avec le SSER de Pascal Chevalier, de mettre en place cet appareillement entre les données des mineurs, les données de l'éducation nationale et les données de la DARES, la DSN, la déclaration des données sociales nominatives, pour essayer de rabouter tout ça et de comprendre un peu mieux les conséquences de ces politiques. Donc moi, je pense que c'est peut-être vers là qu'on peut essayer d'aller. Donc ce qu'on fait avec le ministère de la Justice, qu'on pourrait essayer de réfléchir avec le ministère de l'Intérieur aussi pour avoir une vision plus globale de toutes ces politiques et de leurs effets. D'accord. Alors ce que vous avez glissé là dans ce que vous disiez là, évidemment, c'est qu'en Scandinavie, évidemment, ça fonctionne un petit peu mieux, si on peut dire ça. Mais en fait, c'est les administrations aussi qui communiquent entre elles. Donc là, il faudrait changer les choses en administration chez nous. Donc oui, je ne veux pas dire que c'est pas que ça fonctionne mieux. En fait, en termes de mieux ou quoi, je ne sais pas. Nous, on a des données administratives extrêmement riches. Enfin, c'est ce qu'on voit et ce dont on discute depuis ce matin. Mais c'est juste le système est fondamentalement différent. Il est prévu que les administrations puissent communiquer entre elles. Elles ont un identifiant. Il y a un identifiant unique par individu qui permet de les retrouver dans chaque base. Donc là, c'est précisément ce qui est en train de se produire. L'INSEE a mis à disposition cet outil pour essayer de recréer un tel identifiant pour permettre cet appareillement. Pascal Chevalier.
Oui, peut-être juste effectivement pour compléter, aller dans le sens de Camille. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même pas du décloisonnement entre administrations, c'est qu'on travaille sur des données extrêmement sensibles, donc qui sont super protégées. Et même au niveau du ministère de la Justice, on voit qu'on a énormément d'applicatifs qui ne sont pas interconnectés entre eux. On a une 50aine d'applicatifs. Si vous voulez faire des liens et enrichir des choses sur des mises en cause d'un applicatif à l'autre, vous n'avez pas cette possibilité-là. Il faut le faire par un appariement statistique. Donc ce qu'on essaie de faire là un peu globalement, donc on le fait au sein du ministère de la Justice, parce qu'on a des choses sur le suivi des affaires. Donc là, on prend le fichier des jeunes qui ont eu des difficultés avec la justice. On va le rapprocher du fichier Cassiopée qui permet d'avoir le suivi pénal de ces jeunes, donc de pouvoir les suivre. Puis ensuite, après, il faut là aussi rapprocher d'autres types de données qui pourraient être celles de l'intérieur, qui seront celles de l'ADEP sur l'éducatif, qui seront celles de la DARES sur le travail. Et donc, on y arrive aujourd'hui grâce à un dispositif qui a été mis en place qui facilite beaucoup les choses. C'est le code statistique non signifiant qui est proposé au sein de la statistique publique par l'INSEE qui aide beaucoup justement dans ces démarches et dans ces travaux d'appariement. Tout ça, Camille, évidemment, ça doit se faire dans le respect des données personnelles. C'est ce qu'on est en train d'évoquer là. Donc ça veut dire qu'il y a des questions d'habilitation aussi, peut-être pour pouvoir avoir accès à ces éléments-là et pouvoir faire tout le travail que vous faites sur l'évaluation des politiques publiques. Oui, il va sans dire que tout ça se fait parfaitement dans le respect des règles du secret statistique, de la protection de l'accès aux données, de la protection des données personnelles, et que in fine, donc on va revenir encore sur ce fameux CASD. Kamel Gadouche n'est pas subventionné par cette conférence, mais donc l'idée c'est vraiment que toutes ces données-là, qui sont très sensibles et très riches, on peut y avoir accès grâce aussi à cet outil qui est extrêmement sécurisé et qui nous permet de proposer des garanties, d'apporter des garanties de sécurité. Et c'est évidemment d'abord au préalable sous autorisation du comité du secret statistique qui nous autorise à aller trifouiller ces données via cette plateforme distante sécurisée. Sur vos prochains sujets d'études, vous avez évoqué évidemment le sujet sur les mineurs. Il y a d'autres sujets sur lesquels... Ouais, le sujet sur les mineurs, on en a parlé. Et donc, plus proche du SSMSI, donc en collaboration d'ailleurs avec les équipes du BESCO notamment, on a commencé un projet sur essayer de faire le lien entre les conditions économiques locales et le trafic de stupéfiants. C'est un projet dans le cadre des financements qui sont offerts par la MILDECA. Et donc voilà, on essaye d'avancer avec le BESCO pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes d'accès à des données un peu plus fines en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, pour pouvoir corréler ça à ce qui se passe au niveau très fin des territoires pour lesquels on a tout un tas d'autres informations économiques et statistiques. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver qui me dit, avec ce dispositif, on pourra savoir s'il existe des différences au niveau territorial. Alors, j'ai juste un doute sur la question sur le dispositif duquel on parle. Si la personne qui a posé la question veut juste allumer son micro. C'était moi. Parce que comme des fois, il peut y avoir des décalages entre le moment où... C'était moi, parce que c'était parce que je pense qu'il fallait aller un tout petit peu plus loin, peut-être sur l'intérêt peut-être de l'appariement. Ah, c'était sur l'appariement, on est d'accord. C'est donc sur l'appariement, donc c'est pour Pascal Chevalier. Mais Camille peut en dire un mot aussi, donc sur est-ce qu'il sera possible de savoir s'il existe des différences au niveau territorial? Alors, pour le moment, c'est surtout des résultats au niveau national qu'on envisage. Après, on va voir aussi, en fonction des qualités des appariements, si on peut dégager des choses au niveau territorial. Mais c'est vrai que tant que les travaux ne sont pas finis, c'est difficile de savoir la qualité précise et si on arrivera à avoir des choses fines qui soient de qualité dans les appariements. Est-ce qu'on a d'autres questions qui ne seraient pas arrivées par SMS? Non? D'autres questions? Moi, j'en ai une dernière quand même pour vous, avant qu'on termine. Là, on vient de fêter les 10 ans de la création du SSMSI. On parle d'avenir. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter comme élément important? Ou est-ce que vous avez un vœu pour le SSMSI pour les 10, 15, 20, 30, 40 années à venir? Colonel Avy, je vous sens. Pour moi, très clairement, c'est que le SSMSI est la totalité des sources qui sont utiles pour qu'elles puissent nous alimenter. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, pas pour les 10 prochaines années, disons pour l'année prochaine. Personne d'autre? Personne n'a un vœu? Si, Pascal Chevalier et ensuite Camille?
Oui, bah forcément, moi je fais le vœu qu'on puisse avoir des systèmes d'information qui soient parfaitement cohérents, compatibles, et que nos statistiques soient complètement cohérentes et de qualité. C'est la première chose. Après, évidemment, on souhaite pouvoir arriver à mettre en place des évaluations de politique publique ensemble, ce qui passe là aussi par des appariements, par des travaux complémentaires. Camille Aimé. Et puisque c'est le moment de faire la liste au Père Noël, enfin, je pense que quand on discute avec les équipes, un des sujets qui ressort souvent, c'est en fait, on n'est peut-être pas assez nombreux pour répondre à toutes les sollicitations. Et donc, on demande un peu de financement public supplémentaire pour augmenter les équipes du SSMSI. Ah bah vous êtes dans la bonne maison, là. Harry Drey. Nous, on est au début de notre collaboration avec le SSMSI, comme ça fait 1 an aussi qu'on a émergé, si je puis dire. Donc, nous, c'est vraiment très basiquement alimenter notre état de la menace pour orienter notre action de lutte. En général. Moi, je leur souhaite d'avoir des infras qui soient robustes et on va essayer de tout faire pour qu'elles les aient. Voilà. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été avec nous cet après-midi pour parler futur et avenir.